Bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité, dans sa totalité, évolue comme un grand fleuve, pas toujours tranquille, vers son ultime perfection. Nous construisons sans le savoir encore pour l'instant, sans en avoir véritablement pris conscience au niveau de l'humanité tout entière, nous construisons le paradis pour nos futurs descendants. Alors ce paradis, c'est un paradis universel, bien entendu. Ça ne peut pas concerner une petite partie de la population pendant que l'autre vivrait des soucis ou des problèmes. Donc c'est bien l'humanité tout entière qui va vers cet état de paradis. Et on construit ça, nous, tous les êtres humains qui passent sur cette planète, pendant tout le temps de leur existence, qui dure un jour ou 100 ans, on donne toute notre vie à cette œuvre sans le savoir. Nous sommes des altruistes sans le savoir, parce qu'en fait, après, nous laissons tout sur place, quand notre temps est fini. Alors il faudra encore quelques siècles pour atteindre cet état de perfection. Peut-être 2, 3, 4, peut-être 10 siècles, qui sait. Mais l'humanité, elle a le temps. Voilà, ça fait déjà longtemps qu'elle est en route vers cet état, selon moi. Depuis que nous nous sommes séparés des autres primates, nous sommes en route vers cet état de perfection. Et en cela, nous sommes aussi comme toutes les autres espèces. Chaque espèce cherche à atteindre le plus haut degré de perfection, soit dans la rapidité, dans le camouflage, dans la sociabilité, dans la fluidité, dans l'air, dans l'eau, etc. Et donc, nous, on cherche aussi intuitivement à atteindre une perfection, mais elle est d'ordre spirituel. La perfection que nous cherchons à atteindre intuitivement, c'est l'accès au bonheur suprême. Le bonheur suprême, c'est l'équivalent de la béatitude dont parle Spinoza, dont on va parler juste après. C'est la béatitude, c'est l'extase dont parlent les soufis, c'est le nirvana dont parle le bouddhisme, Bouddha. C'est cet état de sérénité absolue, de présence absolue à l'immédiat, au présent, et un état de joie, de bonheur intense, le plus haut degré que l'esprit peut atteindre. Et évidemment, c'est l'ensemble humain qui cherche à atteindre cet état, parce que ce n'est pas un état de combat, c'est un état qui serait plutôt vulnérable en réalité. C'est pour ça qu'il faut que l'homme ne présente plus un danger pour l'homme, que l'ensemble des hommes ait réglé toutes leurs pathologies, qu'aucun homme ne soit un danger pour lui-même ni pour ses congénères. Donc il y a encore du travail de maîtrise du comportement, de régler nos pathologies, de régler tout ce qui fait que nous sommes violents, envieux, etc., avec tout ce qui peut engendrer la violence, la jalousie, l'agressivité, le désir de s'affirmer aux dépens d'autrui. Tout ça, on finira par le régler. Et c'est pour ça qu'il faut encore quelques siècles de travail. Mais on prend conscience de ce qu'il faut faire maintenant. On commence à avoir les clés pour soigner tout ça. Et on commence aussi à prendre conscience de notre impact sur la planète. Donc, on atteindra le 100% écologique. On vient de prendre conscience, de mettre le pied dans l'écologie, dans le travail sur la réflexion sur l'écologie. Et évidemment, dans 100 ans ou dans 200 ans, on aura atteint l'état de perfection à ce niveau-là. Et idem pour le fonctionnement. On fonctionne de façon nationaliste, de façon antagoniste, un pays contre l'autre pays, etc., etc. Et c'est ça qui fait qu'il y a de la violence, des guerres, des pillages, voilà. La colonisation, l'esclavage, tout ça décline de ces nationalismes, de cette vision nationaliste du monde. Donc on devra dépasser ça aussi et atteindre l'universalité. On l'atteindra, il faudra 100 ans, 200 ans, peu importe, 300 ans. On l'atteindra. C'est clair qu'il faudra que
les nationalismes régressent progressivement, ils sont présents, ils sont même un peu plus tendus aujourd'hui que dans les années 70 par exemple, tout simplement parce que c'est la peur de l'universel qui fait que chacun va se recentrer vers sa communauté religieuse, son ethnie, son pays, sa nation, etc. Et donc, tout ça, ça sera dépassé. C'est qu'une question de temps. Voilà. Alors, pour aller au bout de cette réflexion, je vais reprendre le travail que je fais depuis, c'est la 3e vidéo sur une série de France Culture avec philosophie, une émission géniale sur la philosophie, qui s'intitulait « Le bonheur est-il dans le désir ?» Et c'était l'épisode 3 consacré à Spinoza. Désir et béatitude selon Spinoza. Donc je lance la vidéo et puis je commente, voilà, je fais des digressions à partir de ça. Allons-y. L'idée serait, à mes yeux en tout cas, que ceux qui ont compris, c'est-à-dire qui savent ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, ceux-là s'unissent et fassent en sorte que, puisque nous vivons dans un état social dit état civil, que cela se conjure en quelque sorte pour que l'organisation sociale soit telle que chacun ait un toit. Bon, alors vous me direz c'est difficile tout ça, mais Spinoza n'en doute pas une seconde. Effectivement, c'est très difficile. C'est pour ça qu'il a pris la peine quand même de faire des plans de constitution, jusque dans le détail, qui est un travail de dingue. En imaginant ce qui serait une bonne constitution pour que les désirs, les bons désirs soient assurés donc pour tous, c'est bon. Vous comprenez ? C'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que chaque philosophe, tous les philosophes, globalement, cherchent, les philosophes qui créent de la philosophie, ils cherchent à aider l'humanité. C'est intuitif, c'est quelque chose qui est là, c'était Platon avec la République ou avec les lois, voilà. Et c'est Saint-Augustin, c'est voilà, améliorer la société, comment la rendre plus juste, comment aider l'humanité comment aider ses concitoyens, ses frères à souffrir le moins possible des désirs, par exemple, dont parle Spinoza, des désirs qui entraînent un côté inassouvi, qui engendre des souffrances, etc. Donc, il faut relever cet amour de l'humanité des philosophes. Oui, j'essaye. En tout cas, je vais demander à Céline Hervé, peut-être avec ses mots à elle, de m'expliquer ce point que je trouve difficile. Vous avez dit d'ailleurs tout à l'heure, Bernard Potra, il y a des gens, ils sont déterminés, je sais pas moi, à aimer le homard, à tomber amoureux d'une femme qui ne va pas les rendre heureux ou d'un homme qui ne va pas les rendre heureux ou heureuses. Si on emploie ce mot déterminé, on ne voit pas très bien comment on pourrait arrêter ça. C'est-à-dire, quelle est cette force intérieure qui permet de changer son désir, soit, comme vous venez de le dire, de comprendre qu'on ne peut le satisfaire que par des réformes collectives et de militer dans ce sens, soit de l'abandonner quand on comprend qu'il est sot. D'où vient cette force intérieure ? Quelle est-elle chez Spinoza ? Céline Hervé, qui lui permet de dire « Je résolus de changer mes désirs ». On a fait une semaine, nous, sur la notion de résolution. On aurait pu parler de Spinoza. D'où lui vient cette force ? Alors déjà, ce qu'on appelle communément un prologue ou un préambule du traité de la réforme du entendement, qui est ce récit d'un itinéraire vers le bonheur, d'un passage de la recherche de biens périssables, illusoires, à la recherche du vrai bien. Cet itinéraire, c'est déjà la philosophie de Spinoza en acte. Parce que quand il dit « je résolus enfin » et qu'il ponctue tout ce parcours-là, qui ouvre le traité de l'amendement de l'intellect, de considération réflexive. Il vous dit, dans le temps où je pensais à cela,
dans le moment même où je considérais ces désirs, ces trois types de biens, cette triade infernale qui est l'amour, disons le sexe, l'argent, la gloire, dans le moment où je pesais finalement. Voilà, et c'est encore là, cette triade, elle est toujours là dans la souffrance. Quoi qu'il arrive, c'est inassouvi, on le voit pour les chefs d'État quand ils sont imbus dans ils sont imprégnés de narcissisme, ils peuvent monter jusqu'en haut, en fait, atteindre leur sommet. C'est un petit sommet, c'est jamais le sommet qui peut les épanouir. Quoi qu'il arrive, il en manquera. Et puis quand ça s'arrête, il y a la frustration et il faudrait presque repartir, remontrer son visage, se faire aimer d'une autre manière. C'est des tonneaux de Danaïde, ces désirs. Le pouvoir, n'importe lequel. Et même les milliardaires, ils sont en compétition entre eux pour savoir qui sera le numéro 1, etc. C'est infernal. On le voyait quand j'étais sur la Côte d'Azur, sur les endroits où les bateaux de luxe étaient posés, ceux qui étaient sur le grand quai méprisaient ceux qui étaient sur le quai en dessous, etc. Voilà, les 20 mètres, ils ont... Enfin bon, voilà, il y a la jalousie, les trucs, c'est infernal, c'est bon pour les compétiteurs, mais ça n'a rien d'agréable, ce monde comme ça. Et donc, évidemment, tout ça, c'est de la souffrance. À tous les niveaux, ces pulsions, la jalousie, les choses. C'est pour ça que l'humanité réglera ce problème-là. Elle parviendra à le gérer, à le résoudre. Où je pesais finalement la force qu'ils peuvent avoir et au fond leur vanité, leur futilité dans ce temps-là de la pensée qui est une compréhension, une réflexion si on veut. Eh bien, je sentais que leur pouvoir, d'une certaine manière, se désamorçait petit à petit. Donc déjà, dans le texte, il se passe quelque chose. Et l'éthique, en reformulant et de manière évidemment beaucoup plus complexe, beaucoup plus prolixe aussi, avec cet ordre géométrique extrêmement étonnant, l'éthique, elle va reprendre en fait ce travail textuel qui consiste précisément à produire un affect chez nous qui va avec cette compréhension de nos désirs, la façon dont nous nous attachons au bien en fait. Donc ça se produit précisément en acte, dans la pensée de ces désirs. La pensée. Oui. Donc, alors peut-être y a-t-il des signaux. Il veut les désirs mauvais nous offrent de la joie, mais si on regarde bien, si on s'observe... Apprendre à ses concitoyens à être le plus heureux possible, c'est la montée vers le bonheur. Et en fait, ça correspond à l'évolution de l'humanité. C'est la montée vers le bonheur absolu. C'est tout. Et on ne peut pas y échapper. C'est une appétence innée. C'est quelque chose qui est à l'intérieur de la création, à mon sens, cette évolution. Et c'est ce que je démontre sur la mécanique universelle. C'est dans l'âme de l'évolution de l'univers, du vivant et de l'humanité. S'observe bien et il y a de l'angoisse, il y a des choses mauvaises qui arrivent. Alors, comme on essaie d'illustrer ce propos ici comme on peut, voici un extrait du film de Cédric Kahn qui s'appelle L'ennui, un film de 1998, adapté du roman éponyme d'Alberto Moravia. Cecilia a un nouvel amant. Le précédent, apparemment, elle a des relations sexuelles torrides, apportant beaucoup de joie à tout le monde, mais le précédent amant, Meyers, en était mort. Le suivant a de la joie, mais est inquiet. On l'écoute. Cécilia, est-ce que je peux te parler? Pourquoi? Bon, je suis obligé de sauter ça. Que disait-il? Soustraire à son propre destin. Voilà, c'est... Je vous écoute, les spécialistes du Spinoza. Est-ce que cette scène est très spinozienne? Je suis obligé de le sauter parce que ça me met un problème où on ne peut pas utiliser telle chanson, telle musique, etc.
Je me souviens plus comment ça s'appelle. On sent bien qu'il y a du mal dans la joie. Voilà, apparemment, il est pas heureux. Il y a peut-être la jalousie, il y a peut-être, voilà, en fait, il manque toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose qui va pas. On peut pas. Et c'est configuré pour que qu'il manque quelque chose, pour que ça ne soit pas suffisamment épanouissant, le plaisir, le désir, le plaisir, pour qu'on cherche à atteindre autre chose. Parce que sinon, l'humanité s'arrêterait au désir, au plaisir. Bon, voilà, on en serait là, on garderait ça. On n'aurait pas besoin de faire évoluer l'humanité. C'est que la quête est plus loin. Elle est dans le plaisir absolu qui est l'extase. Et qui est la fin du désir, la fin des désirs ordinaires, la fin de... Il n'y a plus de désir de possession, plus de désir de pouvoir, plus de désir de sexualité, plus de désir... Pas sous la forme qu'on connaît, quoi, en fait. Et du coup, elle est un petit peu moralisatrice aussi, il faut bien le reconnaître. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette scène? Vous qui connaissez bien la réflexion de Spinoza sur les désirs mauvais. Mais c'est un cas, hein, ce type-là. Il a autre chose à faire que de s'inquiéter. Non, mais c'est vrai, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Non, c'est un cas particulier. C'est-à-dire, vous prenez un cas que j'appellerais le cas Félix Faure, qui est mort dans ces conditions. C'est bien connu, président de la République, non? Oui, oui. C'est un cas très, 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 très particulier. C'est la question de l'addiction aussi derrière, qui est un cas moins particulier pour Spinoza. Oui, voilà, il y a des ça. joies qu'on a envie de répéter à l'infini dans quelque chose de délirant, d'une ivresse qui finit par nous faire du mal. Bien sûr. Mais non, voilà. D'ailleurs, je dirais que... C'est pas pour rien. C'est pas pour rien que le plaisir peut conduire vraiment dans cette chose-là. C'est soit il est inassouvi, soit si on cherche à l'assouvir de façon maladive, on en meurt, quoi. C'est clair, il n'y a pas photo. Celui qui veut s'enivrer du matin au soir et du soir au matin, il en meurt. Voilà, celui qui veut, qui tombe dans la sexualité, de façon maladive, ben on le voit, c'est un problème, c'est quelque chose qui ne va nulle part, quoi, d'une certaine manière. Il y a toujours la faim, le manque, autre chose, etc. Et il y aurait des choses à dire à ce sujet-là par rapport à l'expérience. Je dirais que la répétition est inscrite dans le désir satisfait, parce qu'il n'y a aucune raison de ne pas vouloir reproduire une expérience satisfaisante. Donc, parce que persévérer dans son être, c'est ça aussi. C'est-à-dire que c'est pas seulement je persévère dans mon être, c'est-à-dire je continue à vivre. C'est je persévère dans l'état où mon être se trouve à un certain moment. C'est-à-dire, effectivement, il y a une dimension addictive dans le désir, c'est sûr, et ça fait partie de la grande catégorie chez Spinoza de l'affect dit adhérent. Voilà. Et ça, alors je ne sais pas ce qu'en pense Spinoza, mais c'est un des moteurs de l'humanité. Il y a le désir sous sa forme addictive, et que certains vont, par leur enfance, par leurs troubles, par leurs problèmes, par leur vécu, plonger dans l'addiction, alors que d'autres y plongeront pas. Et puis, par le type de valeur de la société. Une société qui rend malheureux a de fortes chances de faire des addicts en pagaille. Voilà, l'Afghanistan sous les talibans ont eu sans doute une quantité de toxicomanes, d'héroïnomanes. Voilà, parce que le monde est insatisfaisant. Aujourd'hui, sous le néolibéralisme, depuis 40 ans, les plus fragiles, les plus... ce monde ne peut pas épanouir, qui s'intéressent pas à la compétition, qui veulent autre chose, les chamans en somme, eh bien ils morflent. C'est le néolibéralisme tue ses sensibles, tue ses chamans, les met dehors, les jette, les éjecte, quoi.
c'est pas pour rien qu'il veut pas non plus de trisomique. Enfin, inconsciemment, il essaye de faire qu'il y ait plus que des gens qui travaillent pour le marché, qui soient efficaces, c'est hallucinant quand on y réfléchit. Quand on se réveillera de ce qu'entraîne le néolibéralisme depuis les années 80, j'ai écrit sur la mécanique universelle ça, mais on sera complètement révolté. Adhérents. Et le problème, c'est que nous avons tous beaucoup d'affects adhérents. Ils sont là, ils sont bien accrochés, et on a du mal à décrocher. Quant à la détermination que vous évoquiez, Spinoza, vous dites comment il est passé à ça. Il y a été déterminé. Donc là, c'est une affaire de psychologie individuelle. C'est-à-dire, lui, oui, je confirme ce que disait Céline tout à l'heure, à savoir que le point de départ de Descartes, c'est le doute, mais le point de départ de Spinoza, parce que ce sont probablement les premières lignes qu'il a écrites, qui ont été lues tout à l'heure, c'est l'expérience de la déception. C'est un type déçu. Et il ne supporte pas... Alors, le terme est... Encore une fois, je ne suis pas d'accord. Évidemment, il a vécu des frustrations, il a pris conscience que c'était... Mais c'est vrai, c'est ça, il a été déçu, mais son intelligence lui a permis de ne pas le prendre de façon négative, mais d'analyser pourquoi le désir ne l'a pas satisfait, pourquoi les désirs ne l'ont pas épanoui, pourquoi c'est autre chose qui doit être recherché pour l'humanité. Mais ça, c'est valable pour le philosophe, c'est valable pour celui qui va s'intéresser au spirituel. La majorité vont subir évidemment ces choses-là, mais en même temps, c'est comme ça que l'humanité se construit. C'est par ces frustrations que l'humanité se construit. Voilà. Il y a quelque chose de... Il y a de la frustration pour un milliardaire comme Bernard Arnault ou je ne sais pas qui, de continuer à être sur la brèche dans la compétition, etc. Il y a quelque chose qui manque, et pourtant il a tout. Il a de quoi acheter la moitié de la France, peut-être, voilà, il aurait de quoi... Mais il aurait de quoi ne plus rien faire pendant toute sa vie, ni lui, ni ses enfants, ni ses petits-enfants, mais il y a quelque chose il manque quelque chose, voilà. Donc, et ça, c'est clair qu'il était déçu. Et il ne supporte pas ça. Et ça le détermine à chercher une voie. Il est déterminé. Comme vous savez, tout est déterminé. Donc, et ça, j'y crois. Donc, je vais arrêter là sur ça. Vous savez, tout est déterminé. Évidemment, tout est déterminé. Tout ce qu'on fait, c'est exactement ce qui devait se faire. Il n'y a pas de libre arbitre en réalité. Il faut croire au libre arbitre, il faut croire à l'illusion du libre arbitre, et on ne peut pas faire autrement. Mais tout est déterminé. Et donc, celui qui est déterminé d'une certaine manière à celui que son enfance, son passé et les conditions de vie font qu'il va tomber dans l'addiction, ça a été mon cas par exemple, j'ai été déterminé dès l'enfance. Les abus que j'ai vécus, les traumatismes que j'ai vécus, la violence que j'ai vécue, et puis après la société telle qu'elle était, qui n'a pas pu compenser ça à ce moment-là, parce que ça ne se faisait pas d'ailleurs, à ce moment-là, il n'y avait pas on regardait pas celui qui avait vécu des choses comme ça passait à là, c'est de ma génération et d'autres de ces générations, la quantité de personnes qui ont été maltraitées, abusées, c'est inouï, incroyable. Et donc, tout ça, c'était déterminé, c'était comme ça. Que moi, j'en ai fait quelque chose, que j'ai transformé ça en amour absolu avec la mécanique universelle, c'est déterminé comme ça pour moi. Ça aurait pu être, voilà, un autre le transformera d'une autre manière, un autre en mourra, un autre, etc., etc. Mais ça, c'est ce qui fait la diversité de cette humanité. Et cette diversité, elle est fondamentale. Si on était tous sur la même façon d'être, si on était des clones, l'humanité ne pourrait pas évoluer. C'est parce qu'il y a des différences que c'est cette différence qui fait qu'on évolue.
C'est parce qu'il y a des étrangers et des racistes que l'humanité travaille sur le racisme. Voilà, et il travaillera de plus en plus. Et dans 50 ans, la société humaine sera moins raciste qu'aujourd'hui. Et pourtant, on a l'impression que le racisme, il a le vent en poupe, l'antisémitisme, l'anti-islamisme. Il est absolument en exergue. Eh ben, ça travaille le temps. Ça nous aide à réduire tout cela jusqu'à leur propre disparition. Et on arrivera à cette disparition-là. Donc, c'est déterminé. Il n'y a pas de problème. C'est comme ça, c'est la vie. On ne peut pas faire autrement. Voilà. Bon, je vais arrêter là pour cette vidéo. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Ben, il y aura peut-être 5 vidéos sur cette petite base-là, qui est géniale. Et je pense que je vais faire tous les 4 épisodes. Celui-ci, c'est le numéro 3, Désir et béatitude selon Spinoza. N'oubliez pas, si vous voulez soutenir ces idées, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez établir des liens avec votre propre site ou votre propre espace YouTube. Ça envoie un peu de... Si vous faites un lien sur votre espace YouTube, ça donne de la visibilité et vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net. Voilà, à très bientôt. Merci, au revoir.